Là, il y a un peu plus de soleil. Ma foi. Vous voulez du soleil? Parce que je pourrais me mettre là, à l'entrée de là. À l'entrée, je veux dire. Non, mais on est bien, on est bien. C'est pas... C'est trop de lumière, ça. Formez bien les paroles, hein, qu'on vous entende bien. Ouais. Donc, le néo-tarantisme, c'est un mot qui a été inventé par Anna Nachy. Oui. Qui est journaliste de radio. Qui participe à la radio Onda Rossa, Onde Rouge de Rome. Alors, donc, qu'est-ce que pour vous, est-ce que vous avez la même définition qu'elle du néo-tarantisme? Pas tout à fait. Je la connais bien, on a travaillé ensemble. Moi, elle est plus large, si vous voulez. Pour Anna Nachy, néo-tarantisme, ça veut dire, c'est essentiel, qu'il y a un renouveau de la musique de base de ce qu'on appelait tarantisme, c'est-à-dire la thérapie à domicile des gens qu'on disait mordus par une tarentule et qu'on faisait danser au rythme d'un petit orchestre qui jouait la pizzica. L'orchestre était formé essentiellement de violon, accordéon, guitare et tambourin. Donc ça s'est arrêté. Cet usage traditionnel de ce qu'on appelait le tarantisme, de la thérapie, disons, des tarentulés, s'est arrêté dans les années 60, ou même à la fin des années 59-60. Voilà. Et puis, les rites domiciliaires n'ont pas repris, mais après un temps d'oubli, plus ou moins d'oubli, en fait les gens avaient gardé la mémoire parce que c'était pas si loin, c'est reparti. C'est-à-dire il y a eu à nouveau un intérêt pour ce phénomène local. Mais comme il n'y avait plus de rites domiciliaires, de rites thérapeutiques, de gens qu'on appelait tarentulés, il ne restait plus que les vieux tarentulés. Peut-être certains redemandaient à danser au moment où l'été revenait, mais on ne convoquait plus les musiciens à domicile à partir des années 60. Et donc il restait la musique, qui est une forme de tarentelle, mais très différente de la tarentelle napolitaine. Alors cette forme de tarentelle a connu à nouveau un certain succès chez les jeunes, et Anna Nachy, qui est de la région des Pouilles, du Salente, de la ville de Lecce, et qui travaille à Rome, et qui a une émission hebdomadaire à la radio, comme je l'ai dit, Onda Rossa, a trouvé ce mot, nouveau tarantisme, néo-tarantisme, pour désigner en fait ce que faisait elle essentiellement, c'est-à-dire de remettre, disons, à la mode, de créer une mode de cette musique, de faire connaître à un public plus large que le public du Sud, alors faire connaître la musique. Puis cette forme de tarentelle que je viens de le dire, dont je viens de dire qu'elle s'appelle pizzica. Voilà. C'est ça pour elle. Ça se limite à ça, le néo-tarantisme, avec autour des chanteurs, amis à elle, des présentations de cette musique comme musique de danse dans des clubs, dans des discothèques, etc. Voilà à peu près ce qu'elle a appelé, elle, le néo-tarantisme. Alors moi, j'ai repris ce mot, mais dans un sens plus large. C'est-à-dire, pour moi, je ne sais pas si j'ai eu raison de reprendre le même terme, mais le néo-tarantisme, c'est un phénomène qui... Il y a ça, il y a cette musique, ce retour de la musique, mais il y a plus que ça. Il y a une mode qui s'est créée, qui s'est constituée, avec aussi des livres qui sont multipliés, des films dont le scénario s'inspire directement
de ce qui se passait au temps où il y avait cette thérapie des tarentulés, c'est avant les années 60, ou qui se terminait, comme je l'ai dit, vers les années 60. Donc il y a eu un mouvement culturel qui existe toujours et qui grandit, que j'ai vu grandir à partir des années, du début des années 80. Donc quel a été le point de départ de ce mouvement culturel? Alors là, c'était difficile. Moi, je n'avais pas de réponse précise. Il y a des phénomènes qu'on pourrait comparer, plus ou moins, mais avec beaucoup de prudence ethnographique. C'est dans certaines civilisations, dans certains pays, comme, pour être précis, à Bahia, Salvador de Bahia, ou en Bolivie, et sans doute ailleurs, il y a eu des mouvements qu'on appelait d'identité collective, identité culturelle collective. C'est-à-dire, par exemple, pour être précis, en 1973, les jeunes noirs militants de la négritude de Bahia, de Salvador de Bahia, au nord du Brésil, sont entrés en force dans le carnaval qui n'était pas spécialement uniquement un phénomène noir, et en proclamant des slogans, disons, liés un peu à la mode des Black Panthers à ce moment-là, la beauté du noir, etc. Et ils ont donc transformé le carnaval en faisant un carnaval nègre, disons. Ça, c'est un phénomène vraiment de recréation identitaire ou d'affirmation identitaire, ou, si on veut, d'une ethnie, des Noirs. C'est en Bolivie la même chose. C'est ce qu'on appelle une ethnicisation. Mais on peut comparer un peu à cela, mais toute proportion gardée, parce que ce n'est pas des Noirs ou une ethnie spéciale, encore que, il faudrait voir, qui a marqué le sud des Pouilles, où s'est développé le tarantisme. Vous voyez, le tarantisme s'est développé d'ailleurs, ça dit en passant, quelque part en France, dans la côte méditerranéenne, et probablement vers Barcelone, etc. Le phénomène du tarantisme traditionnel, c'était chez les paysans que ça se passait. En fait, les tarentulés étaient mordus à la période où nous sommes, c'est-à-dire en juin, étaient mordus à l'occasion des travaux des champs, ramassage du tabac, etc. C'est là que les gens pensaient, ou quelquefois ça leur arrivait peut-être vraiment, qu'ils avaient été mordus par un insecte venimeux, la tarentule, pardon. L'araignée appelée tarentule n'est pas venimeuse. Là, c'est une tarentule mythique. Il y avait certains accidents qui étaient vraiment graves, mais rares. Donc, alors c'était un phénomène rural, de type hystérique et honteux, considéré comme honteux par la population et par les tarentules eux-mêmes, pendant des siècles. Ça a duré depuis peut-être pendant 10 siècles. Alors que donc c'était un phénomène marginal, rural, etc., une tradition. Le phénomène actuel est urbain, il est joyeux, il évoque quelquefois, on y évoque quelquefois ce qu'a été autrefois le tarantisme, c'est-à-dire il y a des danses où on mime, j'en ai vu, où on mime la piqûre de la tarentule, ou essentiellement la danse de ce qu'on peut appeler la danse de l'araignée, c'est-à-dire la danse de la personne tarentulée à son domicile. Bon, il y a cela, mais c'est une reconstitution, c'est une dramatisation, c'est un petit théâtre. Donc le néotarantisme, c'est cela, c'est la multiplication des ouvrages, c'est les expériences de mixage entre
la musique dite pizzica et la techno. Non, la techno pizzica, c'est tout ce mouvement culturel, non plus rural, et d'ailleurs, mais phénomène urbain. Ça se passe essentiellement dans les villes, enfin dans les campagnes. Mais dans les campagnes, est-ce qu'on peut parler de campagne à la manière française dans ce sud des Pouilles? Ce sont des petites villes, des petites villes genre de 10 000 habitants quelquefois, mais essentiellement à Lecce, le chef-lieu de ce département. La mondialisation de la culture, le fait qu'on peut entendre aujourd'hui dans le monde entier, vous le savez depuis un certain temps déjà, des musiques comme le reggae, le rock, mais le reggae c'est plus proche puisque c'est un phénomène au départ local aussi, le reggae. Donc le fait que le reggae a pu se mondialiser de façon surprenante puisque les éditeurs de disques n'y ont pas cru au début, ont considéré que c'était limité à la Jamaïque, et puis ils ont été pris de court quand ils ont vu brusquement le reggae se répandre partout aux États-Unis et dans le monde. Donc l'exemple comme le reggae est intéressant puisque c'est un phénomène local, c'est une musique locale qui devient mondiale, mais il y en a d'autres. Il y a en général des musiques ethniques. Il suffit de lire les journaux tous les jours pour savoir qu'à Paris et ailleurs, il y a toutes sortes de musiques congolaises, asiatiques, etc., qui sont offertes au public, à tous les publics. Donc il y a distribution mondiale, mondialisation de la culture et en particulier des cultures qu'on a pu appeler ethniques, des cultures locales, des folklores, si vous voulez, qui tout d'un coup, pas tous, mais un certain nombre se mondialisent. On va attendre que le chien s'arrête. Oui. Mais cette sorte de mondialisation des folklores, si vous voulez, musicaux, est la conséquence justement d'un effet paradoxal de cette mondialisation, c'est-à-dire la recherche des origines. Il me vient à l'idée un passage du fameux anthropologue français Claude Lévi-Strauss qui, dans son livre Triste tropique, qui est une autobiographie, parle de la saveur d'un petit verre de rhum quand il est consommé aux Antilles. Non pas du rhum probablement plus ou moins préfabriqué ou trafiqué qu'on peut acheter dans les supermarchés, mais celui qu'on a chez le producteur même, chez le paysan antillais, probablement, qui le fabrique avec des alambics locaux. Donc, c'est ça, c'est la recherche de la saveur du petit verre de rhum, c'est-à-dire une saveur locale, d'un produit qui est international en même temps. Alors, comme le whisky et autres produits, mais le plaisir de le consommer là où on le produit. Si on peut consommer du whisky au lieu de la production, tant mieux, c'est mieux que d'aller l'acheter au supermarché du coin, où on peut soupçonner toutes sortes de manipulations, etc. Donc cette mondialisation des produits, circulation mondiale des produits, le whisky est mon exemple, le rhum et tant d'autres, entraîne un effet contraire à cette mondialisation, c'est-à-dire une valorisation du local. Et c'est ce qui se passe aussi pour le tarantisme, pour le néo-tarantisme, qui a justement la saveur, et qui le proclame, qui proclame cette saveur
du petit verre de rhum, quoi, cette saveur, la petite musique salentine. Voilà. Mais ce qui manque évidemment au néo-tarantisme, c'est le rituel. Enfin, il n'y a plus le rituel, ça s'est arrêté probablement dans les années 60. Et donc ce néo-tarantisme, quel est son acte de naissance? Le néo? Oui. Moi je pense, mais ça c'est très personnel, cette opinion, c'est l'ouvrage de De Martino, paradoxalement, parce que De Martino, Ernest De Martino, comme vous savez, a publié le livre La Terre du remords, après, en 61, 2 ans après son travail de terrain à Lecce et dans la région dont nous parlons actuellement. Donc, De Martino, lui, il sentait venir le déclin et la mort de ce phénomène, et il le souhaitait, cette mort. Il fallait même la précipiter en envoyant des assistantes sociales pour s'occuper des tarentulés. Et pourquoi il l'a souhaité? Parce qu'il souhaitait que le Salente, la région de tarantisme, ne soit plus la terre du remords, c'est une terre pauvre. Remords, c'est un jeu de mots, c'est rimorso et la remorsure. En effet, comme vous le savez, on croyait, à l'époque où le tarantisme existait comme phénomène pathologique et thérapeutique, on croyait que chaque année, au mois de juin, le tarentulé ressentait les effets de la morsure de l'année précédente ou des années précédentes. Donc, une remorsure. En même temps, c'était la terre de la pauvreté. Et il pensait donc que le tarantisme était le signe de cette pauvreté et qu'il en souhaitait la fin. Il était militant communiste, socialiste d'abord, puis communiste. Après avoir été militant fasciste d'ailleurs, il souhaitait la disparition de cette pauvreté locale, ce qui s'est fait. Et d'ailleurs, c'est ce que traduisait un musicien thérapeute que j'ai connu, Stéphanie, que j'ai connu à la fin de sa vie, et avec qui j'ai eu plusieurs entretiens. Et il disait, c'est fini, on ne m'appelle plus, je ne fais plus danser les tarentulés. C'est parce qu'il n'y a plus de tarentules, disait-il. Et pourquoi il n'y a plus de tarentules? À cause des engrais américains, des insecticides. Et donc, on ne les a pas répandus à cause des tarentules uniquement, mais ils ont aussi touché les tarentules locales. Il n'y a plus de tarentules, donc il n'y a plus de tarentulés. Voilà, c'était ça l'opinion. Puisqu'il croyait, lui, vraiment à la morsure de cette araignée. Contrairement à De Martino. Ce musicien avait toute une théorie d'ailleurs qu'il aimait bien développer, une sorte de biologie fantastique, quoi, de la manière dont le venin se répandait sur l'estomac, enfin, des trucs comme ça, qu'il aimait bien décrire, auquel il croyait complètement. Il n'écoutait pas de discours médicaux là-dessus. Il croyait à une vraie intoxication ou une vraie maladie liée à cette morsure. Donc, ça a disparu. Il avait en un sens raison, parce que c'est pas l'américanisation, mais presque. C'est-à-dire la sortie de la misère locale qui a fait sortir aussi, qui a fait partir les tarentules, qui a mis fin au phénomène. Soit que les tarentules sont vraiment mortes, toutes par les insecticides, soit que les insecticides étaient le signe d'une modernisation de l'agriculture locale et de ce qui a permis, ce que souhaitait Ernesto De Martino, ce qui a permis la fin de la pauvreté. Maintenant, la région des tarentulés
est une région relativement prospère, où il n'y a plus ces phénomènes massifs de pauvreté extrême, et qui devient une région très touristique. Aussi, pas seulement à cause du néo-tarantisme, mais dont profite le néo-tarantisme, qui est mis en valeur comme petit verre de rhum. La manière de l'histoire, c'est comme produit local à savourer, mais on ne peut savourer que sa musique, pas le spectacle de thérapie. Et en fait, pas seulement, son souhait a été exaucé dans la mesure où la croyance du tarantisme, ou tarantulisme, qu'on disait souvent au début du siècle, cette croyance a disparu. Il n'y a plus eu de jeunes femmes, même de jeunes hommes, qui ont déclaré qu'ils étaient piqués par le tarentule ou qui devaient danser. Bien qu'on dise quelquefois le contraire à Lecce, il y a des gens qui chuchotent à votre oreille qu'ils savent quand même que, etc. Moi, je n'en crois rien, je pense que c'est fini depuis déjà longtemps. Mais il y a eu, donc, pourquoi? Ça, c'est difficile à dire. Pourquoi? À partir des années 80, il y a eu un renouveau de cette musique, et seulement de cette musique, de la pizzica, mais aussi de cette sorte de symbole que représente toujours l'araignée. C'est que maintenant on joue avec des tambourins sur lesquels les enfants, même dans les écoles, on apprend aux enfants à jouer le rythme de la pizzica, sur des tambourins sur lesquels on dessine des araignées, ce qui aurait été impensable il y a 50 ans, au moment où Ernesto De Martino est allé là-bas et a fait une enquête de terrain avec son équipe, dont le musicologue Diego Carpitel. Je ne crois pas qu'on dessinait des araignées sur les tambourins, ce qui semble être un éloge de l'araignée, puisque l'araignée était considérée comme l'ennemi, comme la source du mal. Donc on ne la reproduisait pas. C'est ce simple fait que sur les tambourins du néo-tarantisme et les tambourins d'aujourd'hui, et des enfants, on dessine une araignée, qui d'ailleurs n'a pas la forme de la tarentule. Ce simple fait-là montre bien le paradoxe du néo-tarantisme. Il y a une sorte d'inversion. C'est une sorte d'inversion, une valorisation de ce qui était le contraire de valorisation, puisque encore une fois, j'y insiste, dans la tradition vivante du tarantisme, c'était un phénomène local et non urbain. La seule petite ville qui était concernée, c'était Galatina, où il y avait la chapelle de Saint-Paul, où se rendaient les tarentulés, parce que Saint-Paul était censé guérir, contribuer à la guérison. Mais aussi, il y a des chants sur Saint-Paul qui disent que c'est lui qui fait la tarentule aussi. C'est compliqué, mais ça, on ne va pas trop développer ça, parce que ça nous amènerait dans tout un discours trop compliqué d'ethnologie. Donc, la seule ville, c'était Galatina, et qui, curieusement d'ailleurs, qui était considéré comme l'endroit où les gens ne pouvaient pas être tarentulés, où il n'y avait pas de tarentule. En fait, parce qu'on était en ville. Donc on devait voir moins de tarentules à Galatina que dans les campagnes. Il ne faut pas oublier que le phénomène du tarentulisme se développait dans les campagnes au moment du ramassage du tabac ou de la moisson de l'été. Oui, donc l'enquête de De Martino, est-ce qu'elle a eu... quel impact elle a eu dans l'émergence du néo-tarantisme? Mais au départ, elle n'a pas eu d'impact. Au départ, ça a été un livre très peu lu par les Italiens en général, et même par les Italiens de la région, de Lecce, du Salente. Il n'a pas été réédité, il a dû être réédité, je ne sais pas, 2 ou 3 000 exemplaires, comme un livre
spécialistes. On ne le considérait même pas comme un livre d'ethnologie. Et d'ailleurs, De Martino se considérait comme un historien des religions, essentiellement. C'est à ce titre-là, c'est pour vérifier ou pour nourrir ces recherches, ce qu'il appelait des religions minoritaires, locales, qu'il est allé faire cette enquête dans le Salon. À la même époque, il enquêtait dans une province voisine, le Basilicate, sur la magie locale, sur des phénomènes presque analogues. D'ailleurs, il faut savoir aussi qu'il y a eu quelque chose qui ressemblait au tarantisme. À ce moment-là, c'était l'argia. L'argia qui était une sorte de fourmi, je crois, enfin un animal, mais non existant, qui était un animal mythique. Comme la tarentule, la tarentule, ça existe, mais ce n'est pas celle du tarantisme, qui était une tarentule qui a des couleurs, qui aime danser, qui a sa musique, qui a ses formes musicales, etc. Ça, c'est une tarentule mythique. Donc, il y a eu l'argie en Sardaigne, et il y a eu probablement d'autres phénomènes du même genre. Et moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est on voulait parler du néo-tarantisme, et moi-même, j'ai tendance à revenir au discours ethnographique sur le tarantisme. Donc l'enquête de De Martino, donc il effectue son enquête, mais le livre, elle est un peu publiée, mais... Il l'a publié en 61. Qu'est-ce que ça déclenche après? Et avec un succès très limité. Et ça a couvé, comme on pourrait dire. Ça ne s'est pas manifesté au grand jour comme effet de masse. C'était un livre pour spécialistes que même les spécialistes, les anthropologues ne lisaient pas, je crois. On a dû commencer à le lire dans les années, au début des années 80. Moi, je suis arrivé à Lecce en 81, l'été, pour un projet culturel qui a contribué à la naissance du néo-tarantisme, qui a contribué fortement. On pourrait dater de cette année-là la naissance du néo-tarantisme. Et moi, je crois que je vais y revenir ensuite, si je n'oublie pas. Moi, je la date de De Martino lui-même. Donc, en 81, moi, j'étais invité à participer à une aventure théâtrale, et plus largement culturelle, mais essentiellement théâtrale, organisée par un enseignant de l'université de Lecce qui enseigne l'histoire du théâtre, dans l'Institut d'histoire du théâtre qui s'appelait Luigi Santoro, familièrement dit Gino Santoro, qui est le diminutif de Luigi. J'ai été invité parce que ce Gino Santoro avait l'idée de mettre en scène la pièce Les Bacchantes avec une troupe théâtrale internationale, c'est-à-dire avec des étudiants à lui, des acteurs locaux, mais pour les rôles essentiels, comme le rôle de Penthé, le roi, qui a un rôle essentiel dans Les Bacchantes. Pour cela, pour Dionysos même d'abord, il avait recruté invité des acteurs étrangers. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu le passage du Living Theatre, théâtre essentiellement américain mais international, qui vivait à Rome à ce moment-là et qui faisait pas mal de tournées en Italie. Et c'était des gens du Living Theatre qui avaient concocté avec lui cette idée curieuse de mettre en scène les Bacchantes et de présenter cette mise en scène à un festival d'Épidore en Grèce qui avait lieu chaque année, un festival international de théâtre. Et l'idée, curieusement, bizarrement, il disait que dans les Bacchantes, il y a, on le sait, des trans. Les Bacchantes elles-mêmes, c'est les fidèles, ces femmes essentiellement.
Bacchos, qui est Dionysos, Bacchos qui est devenu Bacchus à Rome, mais qui était déjà Bacchos ou Bromios. L'idée que ces bacchantes couraient dans les montagnes en état de transe et on serait inspiré des transes, des tarentulés à domicile, parce que à un moment donné, ou pendant sa cure à domicile, le tarentulé ou la tarentulée entre dans un état second, disons-nous, comme un état somnambulique, un état qu'on appelle un état modifié de conscience, de transe, pour la durée de la danse, pour la journée, quoi. Et donc, on se serait inspiré de cet état second, cette transe des tarentulés, pour faire bouger les bacchantes, actrices jouant les bacchantes, dans cette représentation. C'était une lecture peut-être un peu infidèle à De Martino, l'auteur donc du livre qui a relancé le mouvement, qui est le point de départ, à mon avis, du néo-tarantisme en 61, puisque De Martino avait bien compris, mais il n'avait pas assez souligné que s'il y avait une origine grecque de ce phénomène, il ne fallait pas le chercher du côté du culte de Dionysos, qui n'était pas thérapeutique, mais de notre culte grec, qui était le culte du corybantisme, donc qui est très différent. Alors, le corybantisme, ça ressemble au gnawa du Maroc, au vaudou. Donc en quoi c'était plus proche du corybantisme, par exemple? Oui, mais ça, De Martino le dit dans son livre. Mais là, malgré ça, Gino Santoro voulait reprendre cette pratique qui était peut-être d'origine corybantique, ou qui était beaucoup plus proche du corybantisme que du dionysisme, pour une pièce concernant le dionysisme, c'est-à-dire les bacchantes. Les bacchantes ne sont pas une pièce de thérapie, c'est une pièce de rite, essentiellement de femmes, mais de rite dionysiaque. Et seulement, il y avait déjà cette sorte comment dire, de sens un peu approché des phénomènes, mais d'autre part, comment ça l'inspirait des transes et des tarentulés, puisqu'on ne pouvait plus voir de tarentulés. Donc il y avait là quelque chose d'un peu paradoxal, d'un peu dit on va reproduire, du moins on va s'inspirer de la transe des tarentulés pour mettre en scène les bacchantes. En plus de cette sorte de malentendu sur un phénomène qui était, s'il était plus proche du corybantisme que du tarantisme, que du dionysisme, en plus de cela, il y avait le fait que ces acteurs étrangers, Living Theatre ou autres, qu'on a invités à jouer les bacchantes dans une pièce internationale, à base d'Internet. Ces acteurs ne pouvaient pas observer ces trans puisqu'elles n'existaient plus. Mais même s'ils avaient pu les observer et les transposer dans leur jeu théâtral, les mimer, ça n'aurait pas été une vraie trans, ça aurait été une imitation de trans. Bien qu'à l'époque, en 80, il y avait une mode de la trance dans le théâtre. Klodowski, etc. Il y avait un courant théâtral international qui pensait, avec quelques raisons, qu'il y avait un rapport entre le théâtre et la trance, etc. Et qu'il fallait cultiver et développer ce lien, ce rapport. Donc, il y a eu cette manifestation de 81 à laquelle j'ai été invité et qui a été une étape essentielle dans la naissance du néo-tarantisme, dans son développement déjà. Ça a été une étape essentielle puisque
il y avait le fait de la théâtralisation, de se servir du mythe, du souvenir, du passé récent, du rituel thérapeutique, appelé tarantisme, mais ce rituel n'existant plus, ça devenait un rituel théâtral. Ça se transposait dans le théâtre. Et c'était exalté comme culture. Et ce n'est plus une culture honteuse de quelques hystériques des campagnes salentines. Il y a donc eu ça qui est pour moi un pas essentiel. Mais si ce pas avait lieu en 81, c'est parce que Santoro, quelques autres, avaient lu De Martino, qui n'était pas très lu, qui a été réédité dans les années 80, mais qui n'a vu qu'une édition en 61, et donc était introuvable. Moi, je l'avais trouvé dans sa version, dans sa traduction française, et j'en avais fait un chapitre d'un ouvrage que j'ai publié en 76 en France, intitulé « L'essai sur la transe », ouvrage qui a été publié cette année-là même, en 81, aux éditions Feltrinelli en Italie. Et quand je suis arrivé, ce livre était déjà disponible dans le commerce. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis arrivé là-bas, parce qu'une actrice du Living Theatre qui conseillait Gino Santoro lui avait dit: on va faire venir la Passade parce qu'il y a ce livre sur la transe, et dans ce livre sur la transe, il y a un chapitre sur la danse de l'araignée. J'avais intitulé comme ça. Alors, c'est pour ça que le projet a été intitulé, le projet de Gino Santoro, Il ragno del Dio che danza, l'araignée du Dieu qui danse. Le Dieu qui danse, c'est emprunté à Nietzsche, je crois. Et le Dieu qui danse, c'est Dionysos. Je parlais de ce projet de Gino Santoro. Il a échoué dans un premier temps, parce que les subventions attendues ne sont pas arrivées à temps, sont arrivées 2 ans plus tard. Et donc, Santoro s'est trouvé sans le sou, mais il ne pouvait pas payer les acteurs. Et donc les acteurs sont mis en grève, ont refusé de préparer ce spectacle, et le spectacle a été au tribunal. Ils ont porté plainte contre Santoro, etc. Et ils ont vivoté pendant un certain temps dans le Salente, parce qu'ils n'avaient pas autre chose à faire. Au bout, ils n'avaient même pas l'argent pour rentrer chez eux. Elle n'a pas eu lieu, le projet, mais la pièce n'a pas eu lieu. Mais moi, comme j'étais là, et que j'y étais resté par curiosité, par intérêt, j'ai eu une idée dans le marasme qui s'est établi. Les acteurs étrangers étaient restés là, hôtes de certains ennemis de Santoro, des gens, et on allait presque tous les jours à Galatine. Curieusement, ça se passait à Galatine, au tribunal de Galatine, où les étrangers portaient plainte contre Gino Santoro, qui ne les payait pas, et qui ne pouvait pas les payer, puisqu'il n'avait pas l'argent qu'il rendait. Moi, je suis resté aussi, et j'ai plutôt pris, comme j'étais l'invité de Santoro au début, je me suis senti invité une première fois à Pâques de ces années-là, et puis une seconde fois, donc, en juin. C'est au temps de mes vacances universitaires. Et je me suis senti, comment dire, responsable d'une certaine aide à donner à Gino Santoro, à ce professeur. Moi, je suis de formation psychosociologique, et en psychosociologie des groupes s'est développé essentiellement dans l'assistance donnée à des groupes en état de crise. Donc il y avait là une crise, j'avais un commanditaire, c'était M. Santoro, et donc je me sentais comme un devoir de ne pas le lâcher, contrairement à d'autres professeurs. Vous connaissez Fumarolo, qui était passé du côté des acteurs étrangers, et donc en guerre contre Santoro. Moi, je pensais qu'il fallait
fallait pas le lâcher comme ça, et qu'il fallait faire quelque chose quand même qui justifierait peut-être un jour la subvention, et en tout cas qui sauverait la face de Santoro et de son groupe. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons... j'ai convaincu le groupe d'acteurs locaux, pas les étrangers, mais les locaux, qui étaient essentiellement des étudiants de l'université ou des étudiants d'école théâtrale, musicale, de faire quelque chose quand même. Et nous avons, comme j'avais assisté, j'avais rencontré une dame qui avait été tarentulée, qui avait accepté de me donner une interview. J'ai gardé en mémoire à ce moment-là le récit de la nuit d'épouvante qu'elle avait vécue après, soi-disant, la morsure de la Tarente. J'avais proposé à ce groupe, qu'on appelait l'oistros, la piqûre, justement, de mettre en scène ce cauchemar, ou cette transe, finalement, mais pas au sens d'une danse, mais au sens d'un état modifié de conscience, d'un état empoisonné, si on peut dire. Un peu qu'on peut comparer à des états de toxicaux, à des états produits par le LSD, par des produits psychédéliques, comme on dit, par le cannabis, par la cocaïne, donc, mais surtout le LSD. Donc, qui était un peu encore à la mode à ce moment-là, j'avais proposé de mettre en scène cet entretien que j'avais eu avec cette dame de la ville de Melpignano, qui était le lieu central de ce projet du professeur Santoro. Donc, parce qu'il y avait un financement aussi par des villages. On a écrit au moins le canevas de cette pièce, on l'a écrit collectivement, avec le groupe d'acteurs locaux, étudiants, donc des étudiants, et puis ça a été joué. Ça a été joué, et une actrice s'appelait Christine, je ne me rappelle plus son nom, mais elle était contente quand je retournais à Lecce pour visiter mes amis, parce qu'elle avait eu ce rôle, on peut toujours la trouver d'ailleurs, elle fait toujours du théâtre, elle doit avoir 45 ans maintenant. Elle est donc là-bas, et elle jouait le rôle de la tarentulée, c'est-à-dire, mais peut-être qu'elle simulait la transe, je ne me rappelle pas très bien de ce spectacle. Je me rappelle qu'elle tournait en rond c'était un théâtre en rond avec un public autour, un théâtre populaire, et elle chantait des chansons qui font partie de la tradition populaire locale, qui sont de très belles d'ailleurs, c'est un très beau folklore, que c'est pas seulement celui du tarantisme, c'est pas seulement des pizzica qu'on chante aussi, à des invocations à Saint-Paul, pour qu'il guérisse, etc., mais aussi d'autres chansons sur le vin et autre chose comme ça. Donc, elle chantait, et il y avait un mouvement, il y avait un chœur autour d'elle, mais ce n'était pas seulement une chorale, c'était un théâtre, un petit théâtre. C'était un moment essentiel où je continue à penser que le projet, pas seulement la pièce, mais le projet dans son ensemble de Luigi Santoro, c'est-à-dire l'araignée du Dieu qui danse, même si les collaborateurs étrangers ont fait défaut et se sont retournés contre lui, le théâtre, au fond, c'était au tribunal, le spectacle était au tribunal. Et curieusement, au tribunal de Galatine. Ça n'a pas été choisi, mais ça s'est trouvé comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais il s'est trouvé que les plaideurs se sont retrouvés non pas à Lecce, mais à Galatine, qui est le haut lieu de Saint-Paul. Mais l'essentiel, c'est de remarquer que
cette manifestation culturelle qui impliquait notamment ma conférence, mais seulement j'étais là pour une conférence, c'est moi qui ai choisi de rester ensuite, j'étais là pour faire une conférence inaugurale, ça a contribué. J'étais invité, donc je l'ai dit, parce que j'avais publié en français en 1976 un ouvrage sur un essai sur la trance, qui paraissait justement sur le marché italien, qui était mis par les éditions Feltrinelli, au moment même où j'arrivais à Lecce. Quelques jours, ça coïncidait à quelques jours près. Ça venait d'être mis en librairie, d'être mis en vente. Et il y avait un chapitre là-dedans sur le tarantisme, qui était d'ailleurs piqué, je le disais, qui était écrit à partir du livre de De Martino. Mais ça contribue au néo-tarantisme, moi-même. Et là, on peut dire que j'ai illustré le fait qui est souvent négligé, que les anthropologues contribuent à le phénomène néo, comme ça. Ils contribuent à ce qu'ils observent. Ils observent quelque chose qui contribue à produire eux-mêmes. Toujours. À partir de quoi vous avez pris conscience qu'il y avait, on pouvait parler d'un néo-tarantisme? Quels sont les éléments auxquels vous avez assisté Moi, je ne l'ai pas constaté immédiatement, dans les années qui ont suivi 81. Je n'ai vu apparaître vraiment la nouvelle mode culturelle que à la fin des années 90, quand j'ai vu qu'on enseignait aux enfants le rythme, le tambourin, on leur donnait des tambourins, ça faisait partie des activités scolaires de Lecce. Quand j'ai vu que les groupes se multipliaient, les groupes adultes alors, de joueurs de pizzica commençaient à sortir un peu. Il n'y avait pas, disons, il y en avait une dizaine, mais à se manifester. Il y avait par exemple, entre autres, le canzoniere Recalico Salentino, le chansonnier du Salente, de la zone grecque, Recalico, dite grecque du Salente. Ce chansonnier, ce groupe musical de 4 musiciens, dont on faisait partie Luigi Chiriati, que vous connaissez, et d'autres bien connus. Il faut me rappeler le nom de Daniele Durante. Ils avaient fait, je les avais connus en 81, quand j'étais allé pour la première fois là-bas. On m'avait amené à un de leurs concerts que j'avais beaucoup aimé, mais dans le répertoire, il y avait la pizzica, des chants du tarantisme, mais c'était l'ensemble des chants populaires de la région qui faisait le répertoire. Il suffit de voir leur premier disque pour s'en rendre compte. Ils sont partie prenante de ce que nous appelons, ce que moi j'appelle le néo-tarantisme, c'est-à-dire ce phénomène global, urbain, de renaissance de quelque chose qui évoque l'ancien. Les anciens groupes qui étaient des groupes de musique thérapeutique, de musicothérapie, finalement, on peut parler comme ça. Les anciens groupes de musicothérapie, eux, étaient probablement moins actifs. Par exemple, j'ai connu Stéphanie, qui était le chef de l'orchestre, petit orchestre, avec bandoneon ou accordéon, violon. Lui jouait du violon, son frère jouait de la guitare, etc. Une femme jouait du tambourin. Ce petit groupe dont les photos se retrouvent dans le livre de De Martino de 1961, ainsi que dans la première édition, il y avait un petit disque adjoint à la vente du livre qui reproduisait cette musique-là, de cet orchestre-là. Ce groupe-là, ils étaient vieux à ce moment-là, donc ils ne se manifestaient pas beaucoup. Mais enfin, je les ai quand même vus se manifester un peu. Et puis,
il y a eu des groupes nouveaux qui ont surgi, et parce qu'il y a eu à ce moment-là la mode du folk, ce qu'on pouvait appeler le folk, pas le folk, c'est-à-dire la reprise juvénile des anciens folklores, mais avec un style vestimentaire et autres, une présentation de scène qui faisait penser au premier groupe de rock, les Beatles, Rolling Stones, etc. C'est-à-dire c'était des groupes de quatre garçons de 20 ans ou à peu près qui étaient là debout sur scène avec leurs tambourins, etc. et qui se présentaient un peu à la manière de ces groupes de rock de l'époque. J'étais partie prenante de ce qui se passait. C'est-à-dire on faisait des conférences sur le tarantisme, peu à peu on a vu les enfants s'y intéressés par leur maître, mais ça c'est plus tardif. C'est d'abord par la musique, je crois, par le développement assez fort et assez rapide de ces petits orchestres que ça a repris, que ça a commencé. Les télés, c'est local. La radio, aussi, c'est essentiellement local. Sauf la tribune radiophonique de Andernacci, mais qui elle-même est du sud, du Salente. Et donc, il connaissait la pizzica comme tous les gens du Salente, mais qui en a fait le thème, l'objet de son émission hebdomadaire à Onda Rossa de Rome. Donc, elle a fortement contribué, mais ça, c'est assez récent. Ça va être vers 95. Et vous m'avez parlé d'une émission de télé ou... Alors, les émissions de télé, elles étaient locales. Parce que vous savez que, à la différence de la France, les télés locales sont très nombreuses en Italie. Donc, j'ai parlé d'émissions de télé. Moi, ce qui m'avait amusé, parce que quelquefois j'étais invité à ces télés locales, c'est que le journaliste qui nous interviewait dans un studio local de télévision avait en main comme l'évangile le livre de De Martino, qui n'ouvrait pas d'ailleurs, mais qui était sa garantie scientifique. Il y avait ça, mais il y a eu, je crois aussi, un effet de la techno. Parce que la techno a popularisé l'idée de trance. Parce qu'il y a une forme qu'on appelle techno-trance. Bon, alors, la techno a été curieusement comment dire, un propagateur de l'éotarantisme. Même, il y a eu jusqu'au moment où même on commençait timidement, mais ça a eu lieu, des expériences de comment dire, de techno-pizzica. Ça, c'est moi, je suis un peu à l'origine. Ça s'est passé, je ne peux pas dire la date, c'est à la fin du XXe siècle, du siècle passé, et où le professeur Pietro Fumarola de Lecce a obtenu une petite subvention ça va être vers l'an 2000, un peu avant l'an 2000, il pourrait vous le préciser lui-même, a obtenu une subvention, une aide de la mairie de Lecce, où il avait des entrées, pour avoir un car, on lui mettre à sa disposition l'autobus qui a apporté tous les groupes au carnaval de Venise. Bon, ça veut dire que là, il y avait un petit mouvement à la mairie en faveur d'exporter ce qu'on appelle, nous appelons Tarantino, d'exporter, disons, pour être plus précis, la pizzica. Alors là, à Venise, j'y suis allé me préparer l'événement et j'y suis resté à peu près un mois. Et j'ai fait la connaissance d'un DJ de techno, j'habitais même chez lui, mais qui en même temps avait une curiosité musicographique.
Il s'intéressait au Gnawa, par exemple, marocain. Il avait une culture. Et donc, il avait l'intuition d'un mixage, en général, entre la techno et des musiques ethniques. Alors, mais pas spécialement de la pizzica. Mais comme moi, je venais à l'avant-garde, à l'avant-poste, pour préparer la venue de la pizzica, il s'est intéressé à la pizzica. Et là, je crois que nous avons eu, cette année-là, dans l'école d'architecture, à la faculté d'architecture, une nuit de carnaval, de danse. Il y avait 1 millier de personnes dans lequel on jouait ensemble, le DJ lui-même et un des groupes de pizzica. Donc ça fait partie effectivement du phénomène du néo-tarantisme, on est en plein. D'ailleurs, il faut savoir qu'on pourrait faire un rapprochement avec le fait que le carnaval de Venise n'est pas un carnaval de Venise, puisque les Vénitiens ne s'intéressent pas à leur carnaval. C'est un phénomène qui a été plaqué sur la ville de Venise par des impresarios, des animateurs culturels. Mais les Vénitiens n'y vont pas dans la rue, ne se masquent pas. Oui, alors donc, là, on a un exemple de la fabrication du néo-tarantisme. J'allais dire que moi, ça n'est pas nouveau, parce que j'ai toujours eu tendance, dans ma vie, à du mixage comme ça. Moi, quand j'étais professeur en 65 en Tunisie, à l'université de Tunis, j'ai essayé un mixage entre le jerk, qui était à la mode à ce moment-là, et le stambeli, qui était un culte de possession des Noirs. Et ça m'est arrivé donc d'essayer toujours de moderniser ou de donner un nouveau souffle à des cultures locales en les mixant avec les musiques à la mode. Mais en Italie, ça vient de l'importance des discothèques, par exemple de Rimini, mais pas seulement, de la présence continue de DJ anglais et autres qui vivent là toute l'année, ou de gens, enfin, du mouvement, quoi. J'oublie les termes maintenant du mouvement de la techno, mais il y a des gens qui sont des voyageurs, ça s'appelle les gens du voyage. C'est pas les gens de voyage au sens des tziganes, mais des travelers. Eh bien, il y a là du côté de Rimini, du côté de Bologne. Il y a un fort mouvement, encore hippie même, en Italie. Il y a un marché à Bologne, c'est une petite colline, tous les dimanches matin, où il y a des hippies. Or, il y a, dans le mouvement de la techno, il y a un courant hippie. Pas le hardcore, il y a un courant hippie, c'est le courant trans, quoi. Goa. Inspiré par le Goa. Et donc, c'est ça qui a contribué à faire un lien aussi. C'est ce renouveau de la trance. C'est curieux parce que, encore une fois, mon livre sur la trance est sorti en 81, au moment où j'arrivais à Lecce. Mais il a dormi un peu dans les librairies jusqu'au moment. Mais il contribuait déjà à la faire, puisque influencé par Rouget. Rouget m'avait fait découvrir le livre de De Martino par son usage, sa relecture de Carpitel. Vous savez, il montrait que ce n'était pas un exorcisme, mais une réconciliation avec l'araignée qui avait lieu, que c'est donc un rite de possession par l'identification et par l'adorcisme, et non pas par l'expulsion du mal. Bon, bien qu'on dit qu'on danse aussi pour expulser le venin. Donc il y a à mon avis une influence de la techno qui, je le répète, est plus populaire, plus, disons,
présente à la culture au sens général qu'en France. Ça ne veut pas dire qu'il y a davantage d'amateurs stricts de la techno et de lieux de techno ou de rêve party, mais en Italie, ça a influencé la culture juvénile en général, peut-être plus qu'en France. Donc, la techno est une contribution au néo-tarantisme. Sur la côte adriatique, il y a eu un rassemblement national des centres sociaux pendant l'été, et il y avait presque tous les groupes de sound system, de rock, de rap, etc., qui sont venus là et qui ont campé là, dans ce lieu occupé. C'était occupé pour l'été. Donc, tout ça a contribué. Tous ces circuits. Je dirais que le mouvement de centres sociaux est un des ingrédients essentiels du néo-tarantisme, un des facteurs producteurs, diffuseurs, mais producteurs aussi, inventeurs du néo-tarantisme. C'est comme ça. Je crois. Peut-être qu'on a sous-estimé cela en pensant seulement à des choses comme le carnaval de Bahia, où les Noirs, à un moment donné, s'introduisent et disent voilà, c'est nous les Noirs, nous sommes les Nègres, c'est nous le carnaval, etc. Ce sont ces phénomènes d'identité locale. Mais c'est un phénomène différent, le néo-tarantisme. Et en effet, il faudrait pouvoir souligner, dans un reportage audiovisuel par exemple, souligner je ne l'ai pas fait suffisamment dans mon article de l'Almanach, auquel vous faites référence. Souligner l'importance des centres sociaux italiens qui ont adopté, ou récupéré, ou repris le néo-tarantisme, c'est la pizzica, comme contre-culture musicale. Et culturelle aussi, hein. Le discours même, je pense qu'ils ont joué un rôle. Mais le point de départ de tout cela, presque paradoxalement, c'est le livre de Desmartines. Desmartines, il est parti là pour étudier le vieux tarantisme qui était en train de mourir. Et en fait, il est en train de préparer le fœtus du néo-tarantisme. C'est lui le tournant. C'est la terre du remords, son livre. C'est très curieux comme phénomène. Peut-être pas, peut-être que c'est un phénomène qu'on retrouverait en d'autres endroits de la Terre. Mais c'est intéressant. Je pense que c'est là l'acte de naissance, la création du néo-tarantisme. C'est un livre qui n'a rien à voir théoriquement avec le néo, mais un livre sur le tarantisme comme tradition, mais en fait qui fait basculer cette tradition dans autre chose. Alors qu'il a voulu sa disparition pure et simple en tant que militant de gauche, il voulait que ça disparaisse, non pas parce que ça le gênait qu'ils ont un folklore local ou une religion minoritaire, comme il l'aurait dit, locale, c'est pas ça qui le gênait, c'est la pauvreté. C'était la racine du tarantisme. Et donc il fallait remplacer ça par des assistantes sociales, des médecins partout, des dispensaires, etc. Tout en niant le caractère thérapeutique, il ne voulait pas employer le mot trans, etc. Desmartines. Bon, c'est compliqué. Les centres sociaux ne se présentent pas comme des lieux thérapeutiques. Les centres sociaux qui ne sont pas connus en France, on en a parlé seulement dans les manifestations anti-mondialisation au début. On a parlé des centres sociaux italiens parce qu'il y a eu le phénomène à Genova. À Gênes, il y a eu du matraquage, il y a eu des choses graves qui sont passées dans les manifestations anti-mondialistes. Et là, il y a eu, dans la presse française, ils ont été obligés de parler des centres sociaux. Je dis que c'est des lieux thérapeutiques pour les toxicomanes, puisqu'il y a beaucoup de toxicomanes dans les centres sociaux, moins dans ceux que j'ai connus, et ils se récupèrent dans ces centres sociaux. Je ne dis pas qu'ils sortent de leurs problèmes totalement, mais ils les gèrent.
Et ce sont des lieux de tolérance, ils y trouvent des activités, alors que ce que peut offrir l'État, c'est les USL, c'est les unités sanitaires locales, c'est-à-dire des psychiatres comme ça, des essais de cure traditionnels qui tiennent plus ou moins, mais qui ne font pas de la socialisation. J'ai bien observé l'existence malheureusement éphémère, entre autres choses, mais d'un centre social à Bologne, auquel s'intéressait un ami qui est par ailleurs lui-même médecin spécialisé dans les toxicos, mais qui a bien compris l'importance des centres sociaux, puisqu'il travaille avec les centres sociaux, il enquête, il va dans les discothèques, il fait un peu ce que font les Médecins du Monde ou Médecins sans frontières en France, quand ils vont aider les toxicos dans les discothèques ou dans les rave parties. Donc tout ça c'est, il y a un mouvement progressiste, disons, de médecins, quelques médecins ouverts qui vont dans les centres sociaux pour y chercher des lieux de socialisation, de tolérance et de vie, tout simplement, pour les toxicos. J'ai vu, d'ailleurs, dans ces centres sociaux, il y a des conflits autour de ce problème-là. C'est un problème qui traverse beaucoup de centres sociaux. Il y a quelqu'un qui est bien connu en Italie, qui s'appelle Renato Curcio, qui est l'ancien fondateur des Brigades Rouges dans les années 70, qui maintenant est éditeur, qui est un de nos amis, qui est un grand ami aussi de Fumarola, et qui a publié plusieurs ouvrages là-dessus. Lui aussi travaille dans les centres sociaux. Il a observé, comme moi-même, je l'avais observé dans un ou deux centres, et notamment, je ne sais plus lequel, mais je crois que c'est un centre de Bologne, mais j'en suis pas sûr, qu'il y avait un conflit, oui c'était à Bologne, il y avait un centre social, il y avait un conflit entre deux courants idéologiques, un courant militant, c'est Rimini que je l'ai observé, ça a été éphémère parce qu'on l'a fermé après. Ils avaient occupé une ancienne auberge de jeunesse et ils l'autogéraient, des jeunes militants, étudiants surtout, de Rimini. Or, ils ont été, disait-il, parasités immédiatement par des marginaux, ce qu'ils appelaient des marginaux, qui avaient comme caractéristique essentiellement d'être très techno. Il y avait notamment un DJ parmi eux, mais il y avait plusieurs, très techno et très toxico, si vous voulez. Et eux, il y avait un conflit idéologique entre les deux. Pas seulement pour les toxicos, pour ce qu'on appelle les marginaux. Si on considère que ce sont des gens qui ont besoin de thérapie, ils ont des effets socialisants. Moi je disais un jour à un ami qui lui est psychiatre, spécialiste de toxicos, que vous devriez voir, Leonardo Monte, à Rimini, donc, qui connaît très bien le patron de des discothèques, tout ce mouvement-là. Nous avons publié un livre ensemble d'ailleurs, les Officina della... je sais pas. Il faut d'abord savoir ce que veut dire le marginaux. Hein. Marginaux ne veut pas dire patho. Ça ne veut pas dire que c'est une pathologie. Il ne veut pas dire nécessairement toxico. Mais c'est fait pour des gens qui sont mal à l'aise dans la société bourgeoise, dans la société actuelle, qui sont alternatifs. C'est une contre-culture. C'est la contre-culture, oui, des gens qui sont... Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la contre-culture de façon assez prononcée. Mais ce que je voulais vous dire, là c'est tout un débat sociologique et politique, mais ce que je voulais vous dire de plus près, moi j'aime bien parler d'expérience, d'histoire
vécu que j'ai en tant que j'ai fait de l'ethnologie. Un jour, j'ai été, comme j'allais souvent à Rimini faire des conférences, j'ai été amené par Léonard de Montaigne, qui vous avez tout intérêt à voir, à rencontrer. Mais lui, il peut parler aussi en français d'ailleurs. Il m'a dit, tiens, nous avons un centre social qui, à Rimini, c'est le premier, qui vient d'ouvrir. On a des jeunes militants qui ont occupé une ancienne auberge de jeunesse. Et alors, il y a un conflit, aussitôt, qui est né, entre ces militants politiques et ce qu'on appelle des marginaux, dont justement Simone, une fille très sympathique, qui a un chien comme le mien, la même race. Et il y avait un problème de chien important d'ailleurs, dans ces histoires de centre social nouveau. Et très vite fermé d'ailleurs, sgomberato, c'est évacué. On dit sgombero. Et il y avait un problème. C'est que, immédiatement, des gens qui n'étaient pas des militants politiques, ou même dans le sens traditionnel, mais qui étaient dans la contre-culture et dans la marge, qui vivaient dans la marge de la société, qui sont venus aussi occuper. Mais que les militants considérés comme des parasites, qui venaient les empêcher de fonctionner, parce qu'ils avaient tous leurs chiens. Il y a une mode des chiens chez les contre-cultures, que les activistes étudiants n'avaient pas, ils n'avaient pas de chiens, ils n'arrivaient pas avec des chiens. Tandis que les autres allaient avec leurs chiens. Ça, c'est un des traits essentiels des centres sociaux. Il n'y a qu'à aller à Livello 57, à Bologne, il y a un immense parc au milieu des bâtiments, c'est une ancienne gare désaffectée, au lieu de réparation ferroviaire, et vous allez trouver 30 chiens là-bas qui courent, qui se bagarrent, qui sont copains, qui vivent là. Les gens de centres sociaux aiment les chiens. Mais notamment, ça faisait un problème, parce que ces chiens chiaient partout, dans le nouveau centre de Rimini. Alors, ils étaient amenés par les entre guillemets, les marginaux. Et les autres se plaignaient de ces chiens. Mais les marginaux tenaient absolument à leurs chiens. Et je les comprends d'ailleurs. Donc, il y avait cette bataille, entre autres. Mais pourquoi? Parce que les activistes, comme les appelaient les marginaux, ou les alters, les activistes, les politiques, quoi, voulaient se servir essentiellement de leur lieu occupé, de leur centre social, pour y tenir des réunions politiques, par exemple pour préparer les manifestations de Genova et tout ce comme ça. Ils étaient dans le courant, comment dire, autonomiste, enfin le courant officiel des centres sociaux. Parce qu'il y a deux courants au moins dans les centres sociaux. Il y a les activistes, enfin il y a les politiques, ils ont les politiques. Et puis il y a les alternatifs. Il y a les existentiels, presque existentialistes. Je tiens ça du fait qu'à Rimini, alors les politiques disaient, nous, on a fait l'acte courageux d'ouvrir les portes, de faire sauter les cloisons et d'occuper l'ancienne auberge de jeunesse. Et ils sont arrivés immédiatement comme parasites, pour nous emmerder, parce qu'il leur fallait un lieu pour vivre leur marginalité. Mais nous, c'est pas ça qu'on voulait faire avec le centre social. On voulait faire du culturel, on voulait faire du politique, des réunions politiques, des meetings, etc. Et du contre-culture, mais pas celle-là. Alors, et donc, et les autres, les contre-cultures, contre-culturels, qui étaient très techno, et un peu toxicaux, avec leurs chiens. Ceux-là, ils les appelaient la tribe, la tribu. Et quand je suis arrivé, la première séance que j'ai vécue avec eux, où je suis allé parler d'autogestion à la demande d'autres Montaigne, qui tout d'un coup, la tribe, ils l'ont appelé et ils sont venus se placer au fond
en face de moi. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Oh, on m'a dit, mais c'est la tribe. Ils nous emmerdent, ils ont occupé ici. Et en fait, ils sont nos parasites, etc. Et les autres, après, plus tard, j'ai eu l'occasion de parler avec la tribe. Ils m'ont dit, mais pas du tout. C'est nous les vrais autogestionnaires, puisque nous sommes là, jour et nuit, nous dormons ici. Donc nous gérons vraiment. C'est ça l'autogestion. C'est pas de venir faire du blabla politique une fois par semaine pour préparer des manifestations. Alors il y avait donc cette division centrale. Et alors Renato Curcio, toujours le même, à qui nous en avons parlé, a dit, mais nous avons la même chose à Turin. Il travaillait avec un centre social de Turin, où il y avait un conflit aigu, ouvert, entre les politiques, au sens extrême gauche, autonomie opéraille, tous ces courants-là, quoi. Et l'extrême gauche italienne, d'une part, et d'autre part, la contre-culture actuelle, c'est-à-dire le goût pour la techno, pour les substances, etc. On a retrouvé le même phénomène. Alors il faudrait savoir lesquels sont plus proches de la pizzica, puisque notre sujet, c'est la pizzica. Lesquels? Peut-être les deux. Mais les contre-cultures, les existentiels, sont plutôt techno. Hein. Ils sont techno. Il y a eu quand même un changement par rapport à la vision des états de conscience altérés, donc de la transe vue avant comme pathologique. Oui. Et après, avec vos livres aussi, vous avez reproposé les paradigmes de la dissociation moins pathologisante des Janet par rapport à Hilgard et Tard. Et Hilgard, c'est la néodissociation. Ça a contribué quand même à changer un peu la vision par rapport à... Oui. Comment vous l'avez connu, cette histoire d'Hilgard? Ben c'est partout. Hein? C'est partout. C'est là, c'est sur l'almanach aussi. Sur l'almanach, je parle d'Hilgard. Si, il y a un moment où vous parlez des... Ernest Hilgard. Qu'est-ce qui a changé donc vous pouvez redire, moi j'ai pas compris ce qu'elle a dit. Qu'est-ce Hilgard. qu'elle a voulu dire en fait? Parce qu'Hilgard, je vais vous dire qu'est-ce que c'est Hilgard. C'est l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule Divided Man, l'homme divisé. Il a quelque chose de très important, c'est qu'il y avait un concept qui était pathologique au départ, qui est le concept de dissociation. Mais attention, c'est pas la dissociation schizophrénique, c'est-à-dire grave. C'est une dissociation hystérique et qui a précédé la dissociation schizophrénique. Et pourquoi? Parce qu'elle a précédé de 10 ans. De 12 ans, en fait. En 1889, il y a un philosophe français qui a présenté une thèse de philosophie, d'ailleurs, et ensuite il a fait la médecine, qui s'appelait Pierre Janet. Et Pierre Janet a développé l'idée que l'hystérie, qui était très à la mode à ce moment-là, Charcot et tout un mouvement français, notamment sur l'hystérie, Bernheim, il y a eu tout un débat à la fin du XIXe siècle, et Janet était partie prenante du débat et a étudié les hystériques, parce qu'il a fait ensuite la médecine, après la philosophie, et il a considéré que l'hystérie avait pour origine, ou pour effet, ou les deux à la fois, une désagrégation mentale. Et les Américains qui ont traduit le livre de Janet, aussitôt l'année suivante, ont remplacé désagrégation, qui n'était pas dans le vocabulaire, par dissociation. Donc, une division de l'identité, un éclatement de l'identité, disons, ou un affaissement de l'identité, plutôt, parce que lui disait, c'est par manque de solidité identitaire que l'hystérique devient hystérique. Que la base de l'hystérie, c'est un manque de force identitaire. Donc, une dissociation de l'individu. C'est redevenu à la mode très fortement dans les années 90, alors 1990, avec les histoires de personnalités multiples aux États-Unis. Il y a des gens qui devenaient tout d'un coup infantiles, qui se mettaient à jouer à la poupée, des choses comme ça. Il y avait plusieurs identités. Nous en avons tous plusieurs identités. Mais elles ne sont pas très marquées, tandis qu'eux, ils changeaient même d'identité. Au XIXe siècle, ils oubliaient leur nom vrai, leur nom
le nom d'état civil, changer de nom, changer de lieu, oublier qu'il venait d'une ville. Il y en avait un qui allait s'installer dans une autre ville où il devenait un bon commerçant d'ailleurs, mais il avait oublié ça, d'où il venait. Et puis tout d'un coup, il se réveillait et il retournait chez lui. Et il y a beaucoup de cas comme ça dans l'histoire de la psychiatrie. Donc, ça, c'était la dissociation, disons, pathologique. Mais Hilgard a repris ce terme en disant, mais ça, c'est l'extrême, c'est la pathologisation d'une fonction psychologique qui est normale. C'est-à-dire que nous sommes continuellement en train de nous dissocier, de pouvoir à la fois. Moi, souvent aussi, je peux penser à la fois à l'invité qui va arriver, mais il arrivera à 1h30, ou à mon chien, mais comme il ne m'inquiète pas, je ne pense pas à lui, sauf là pour prendre un exemple. Mais je pourrais être à la fois en train de me préoccuper de mon chien et de notre dialogue. Donc, c'est une petite dissociation, mais qui est une ressource, et qui n'est pas une maladie, mais qui est une ressource. Et c'est ça la néodissociation de Hilgard. Et les cogites de trans? Les cogites de trans. Ah, oh là là, vous me posez beaucoup de questions. Ça, c'est dans un livre, c'est dans les états modifiés de conscience, je crois. Oui, j'ai inventé cette expression à partir de ma propre expérience, notamment des effets du cannabis, de kiff. Au Maroc, où à un moment donné, on fumait ça beaucoup. Et l'expérience qui se recoupait avait le fait que ce que j'avais observé sur moi-même, et ce qu'a observé un médecin au XIXe siècle, qui a écrit un ouvrage sur le hashish, Moreau de Tours, docteur Moreau de Tours. Alors, ce docteur était curieux, il croyait que le hashish, qu'il consommait abondamment, que le hashish allait devenir le remède universel contre les maladies mentales. Était le médicament à recommander contre les maladies mentales. Bon, et alors, il était enthousiaste de sa découverte. Il a écrit d'ailleurs un ouvrage intitulé Le hashish. Et à la fin de cet ouvrage, il dit la personne qui a consommé le hashish assiste comme, je ne sais pas la formule exacte maintenant, mais assiste à son délire comme quelque chose qui ne lui est pas étranger, mais il a une part de lui qui ne délire pas. Il s'auto-regarde en train de délirer. Donc c'est une dissociation. Il a employé le mot dissociation déjà. Donc, et c'est vrai. C'est vrai que quand on est intoxiqué, entre guillemets, par du hashish, par un produit, le LSD aussi, c'est très fort, il y a une division en soi qui fait qu'on se regarde en train de délirer. Ça, Moreau de Tours l'avait très bien dit. Ça, c'est une dissociation qui est normale. Et c'est ça que j'ai appelé le cogito de transe. Dans la transe, il y a ce que, pas Moreau de Tours, Hilgard, maintenant, l'homme de la néodissociation, l'auteur du concept de néodissociation, a décrit lui-même un peu comme je le fais, c'est-à-dire en m'inspirant de lui. C'est-à-dire, il y a un surveillant, une sorte de surveillant qui se regarde, qui surveille la transe. Et ça, c'est ça le cogito de transe pour moi. C'est le veilleur. C'est un veilleur. Surveilleur. Évidemment, le mot trans souffre d'une pathologisation. C'est un peu le même problème que dissociation. C'est-à-dire que pour Hilgard, et moi je suis Hilgard là-dessus, je suis avec Hilgard, la dissociation c'est une faculté, c'est un trait du psychisme humain
normal, mais avec des extrêmes. Et un extrême, ça peut se pathologiser, mais l'estomac, est une fonction, la digestion est une fonction normale, mais il peut y avoir une pathologie de la digestion. Donc, c'est une pathologisation d'une fonction psychique, la dissociation pathologique. Mais je pense que la dissociation produite par les substances, comme on dit en Italie, c'est-à-dire par la chiche, mais aussi par le LSD et autres, n'est pas une pathologie. C'est une dissociation. C'est comment dire, les substances, les toxiques, on appelle les toxiques, les drogues, ce qu'on appelle traditionnellement les drogues, ne font qu'amplifier, révéler, souligner quelque chose qui est très naturellement en nous. C'est-à-dire la dissociation. Au milieu, il y a la dissociation normale. Sur la gauche, là, il y a la pathologie, celle de Janet, la dissociation, de l'hystérie, parce qu'après on a employé le mot dissociation pour la schizophrénie, qui est une maladie mentale grave. Donc, d'un côté, et de l'autre côté, il y a des états supérieurs, des états modifiés de conscience supérieurs, des états mystiques, par exemple. Dans les états de conscience, il y a toute une littérature là-dessus qui a été à la mode dans les moments où on cultivait beaucoup la méditation, par exemple, la méditation orientale, des choses comme ça, qui étaient des amplifications, des états de conscience supérieurs, comme on les appelait. Ça, c'est Renato Curcio, mais il faut que vous le rencontriez, à Turin. Lui, il disait que s'il n'avait pas pu se dissocier psychologiquement, parce qu'il ne s'est pas dissocié politiquement. Il a refusé de se dissocier des nouvelles formes de Brigade Rouge, de les dénoncer. Il n'est pas d'accord avec eux, mais il n'a pas publié son désaccord. Donc, il était contre la dissociation. Mais, ça c'est un aspect, c'est le mot dissociation politique, là. Mais, en même temps, je lui ai fait souvent remarquer, je disais, tu t'es dissocié pour ne pas te dissocier. Tu t'es dissocié psychologiquement pour ne pas te dissocier politiquement. Pourquoi dissocier psychologiquement? Parce qu'il disait que si les prisonniers survivaient, c'est parce qu'ils utilisaient des techniques dissociatives. Ou bien les drogues, mais lui n'approuvait pas ça, parce qu'il pensait que c'était une défaite, une capitulation. Ou bien, lui, des états méditatifs, des fantasmes, peut-être du yoga, des techniques qui lui permettaient de survivre par la dissociation. C'est-à-dire de se séparer, de se distancier de sa souffrance de prisonnier. C'est ça. Et lui, il a généralisé cette théorie-là dans un de ses... Il Bosco degli Scorpo, dans un livre qu'ils ont écrit à trois. Son premier livre à la sortie de prison, publié à la sortie de prison. Parce qu'il est très, très intéressé par les états dissociatifs, le problème de la prison. D'échapper à l'obsession parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui se suicident dans les prisons. Parce qu'ils ne supportent pas la prison, les tensions, les agressions, la merde, les rats, l'ambiance générale, l'isolement, la solitude, tout ça, le problème sexuel. Donc, lui disait que s'il avait tenu le coup, c'était en se dissociant de cet état-là, cette situation. Et la dissociation, il pouvait le faire, il pouvait la produire, pas par des drogues, lui, parce qu'il disait que c'était la solution facile, mais par des exercices de méditation. Peut-être, je sais pas, peut-être c'est le schéma qu'on retrouve, non, dans la société d'aujourd'hui, avec, pas au même niveau, mais avec un manque de lien entre les gens, avec une vie stressante, le travail. Oui, alors, pour laquelle la réponse peut être le courant d'un techno, les rêves parties, tout ce truc-là, qui sont effectivement
En ce sens, ils sont thérapeutiques. Une thérapie par la dissociation. Puisque la participation dans un phénomène de type rave party peut produire de la transe, mais une transe qui n'est pas une transe traditionnelle. Puisque si la transe, nous, occidentaux modernes, nous isolons la transe comme phénomène. Mais si tu discutes, moi ça a été une gêne pendant longtemps, si tu discutes avec des gnawa marocains, hein, qui font danser les gens pour les guérir de faits en fait qui sont essentiellement hystériques, eux, l'état de transe, ils n'ont même pas de mots pour oui, à taïhur, mais qu'on emploie aussi pour l'aviation, pour un oiseau, je ne sais pas quoi. Mais qui n'est pas un mot courant, pas du tout. Il faut beaucoup les pousser pour obtenir du bout des lèvres ce mot. Ce qui les intéresse, c'est la possession, c'est-à-dire la théâtralisation de la maladie, la danse, justement. Mais ils n'isolent pas dans la danse, de même, probablement, dans l'ancien tarantisme, on ne mettait pas à jour le phénomène de transe. C'est nous qui soulignons dans le tarantisme. Mais même Desmartines ne voulait pas l'employer, ce que m'avait dit Carpitel, parce que pour lui, transe, c'était pathologique, pour Desmartines. Donc, il ne voulait pas parler de la transe des tarentulés. Mais alors, en quoi la techno peut être thérapeutique? Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire là-dessus? Oui. Elle est thérapeutique parce qu'elle est dissociative en même temps. Elle est thérapeutique parce que la dissociation, c'est l'émergence d'une autre identité, mais qu'on a déjà, mais qui n'est pas présente au premier plan, qui n'est pas notre identité normale, c'est l'état de veille et pas l'état de transe. Mais l'état de transe, c'est quoi? C'est un état dissociatif. C'est une autre identité de nous qui émerge et qui prend le devant de la scène pour le côté, ou bien qui est contemporaine de notre état, comme disait Moreau de Tours. Je me regarde dans mon délire. Donc, déjà, le fait, au fond, la cure psychanalytique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sujet qui est psychanalysé prend distance par rapport à ses fantasmes, par rapport à ses malaises, etc. Ça ne veut pas dire que ça disparaît, qu'on vous enlève l'inconscient. Ça veut dire que ça met à distance un état qu'on ne souhaite pas, qu'on a du mal à supporter. Et donc on supporte mieux. On ne vous enlève pas l'inconscient comme on vous enlève une verrue ou je ne sais quoi, une tumeur. Des gens qui vont à la techno et qui y trouvent un bénéfice, on peut dire thérapeutique, ce que je suis convaincu, sinon c'est pas seulement ça, ils y vont aussi pour des raisons simplement de festivité, de tout ce qu'on veut, quoi. Comme on allait au bal traditionnellement, y compris dans les campagnes, tout ça, pour la drague, pour tout c'est comme ça. Mais la techno va plus loin dans ses effets, elle a des effets beaucoup plus thérapeutiques qu'un bal musette. Et pourquoi? Parce qu'il y a aussi les substances qui circulent, il y a l'ecstasy quand même, qui est dissociative. Donc ça permet, je crois, ça consolide la possibilité de se regarder vivre, de regarder son malaise, de l'oublier, mais aussi de le regarder. Parce que la drogue, est-ce que la substance, le cannabis ou autre, est-ce que c'est une substance d'oubli ou de dissociation? Pas pareil, la dissociation et l'oubli. C'est une fabrique de la dissociation. Nous avons publié un livre avec Montecchi, les officines de la dissociation. C'est-à-dire les fabriques, les usines de la dissociation. C'est une enquête sur les discothèques. Techno. Tendance, comme on dit en Italie. De l'histoire des trans, soi-disant,
des tarentulés, quoi, dans la thérapie des Martines, thérapie traditionnelle. Il y a une divergence entre le vieux livre de De Rao, publié par Curcio, et De Martino. De Rao, c'est 1909. Ça fait 50 ans avant. Il le cite, De Martino. Il l'a rencontré même, il a rencontré De Rao, qui était médecin à Lecce, et qui avait pris comme sujet pour sa thèse de médecine le tarantisme. Non, on peut toujours voir sa maison d'ailleurs, à Lecce, elle est tout près de la gare. Alors, moi je préfère le livre de Rao, parce que c'est un livre clinique, c'est un médecin qui décrit ce qu'il voit, et puis c'était très, très, très fort en 1909, quand il s'est occupé des tarentulés, en tant que médecin. Et dans sa thèse de médecine, il décrit la danse des tarentulés avec la corde qui vient du plafond, que De Martino a repris. Alors, la différence, il y a une différence intéressante du point de vue des états de conscience, c'est que dans l'un des cas, De Martino ou bien De Rao, la tarentulée interviewée après sa danse dit « Mais je sais bien ce qui se passait, et je ne pouvais pas m'empêcher de danser, mais je vous voyais tous. Je voyais tous les gens qui étaient autour de moi. En même temps, j'étais prise comme ça par un besoin de danser. » C'est-à-dire que, bon, tandis que dans un autre des deux auteurs, elle dit qu'elle a tout oublié, comme les somnambules. Alors, soi-disant les somnambules oublient leur état de... Après, au réveil, vous devez fermer la porte. Là. Non. On peut la fermer, Vous voulez la fermer? Oui, parce qu'il y a un peu de vent. Tandis que l'autre auteur, elle a tout oublié de ce qui s'est passé. Alors, on peut, si on veut conceptualiser ces deux déclarations, on peut reprendre, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, un livre classique, le grand livre sur la possession en allemand, auteur allemand, qui a été traduit en français, qui s'appelait Oesterreich. Autriche, c'est l'Oesterreich. Ah, c'est chiant. Vous pouvez fermer la porte si vous voulez. Ça ne vous gêne pas, non. Oesterreich. Oesterreich dit qu'il y a deux types de... Viens ici, mon chien, viens. Viens, mon chien, viens là. Oesterreich, il ferme la porte là, maintenant. Complètement. Parce qu'il va ressortir, il va recommencer. Donc Oesterreich dit qu'il y a deux types de possession. L'un, c'est la possession somnambulique, et l'autre, c'est la possession lucide. Dans la possession somnambulique, le possédé oublie ce qu'il a fait, ce qui s'est passé pendant sa crise de possession, quand il s'est mis à injurier la Vierge, tous les saints, le bon Dieu, et tout ce qu'on veut, à blasphémer. Tout ça, il dit qu'il a tout. Il ne se rappelle pas. Les gens qui étaient autour de lui se rappellent, lui, non. Quand il revient à son état dit normal, c'est fini. Tandis que le possédé lucide se voit dans l'état de possession. Un peu comme l'intoxiqué, le fumeur de hashish de Moreau de Tours se voit son délire, se dissocie pendant qu'il délire. Donc, ce sont deux catégories d'Oesterreich, possession somnambulique et possession lucide, qui peuvent être illustrées par ces deux ouvrages de De Rao et de Martino, puisque dans un cas, le tarentulé se souvient de son état de transe, et l'autre se souvient de ce qui se passait dans son état de transe, et l'autre ne s'en souvient pas. Ce sont deux types de dissociation.
Moi, j'ai d'ailleurs connu deux types de dissociation. Je peux en donner un autre exemple. C'est deux voyantes que j'ai rencontrées à Essaouira. L'une, alors elles étaient médiums, deux médiums. L'une, il faudrait que j'ai un bout de papier, un petit bout de papier, et je peux en chercher aussi là-bas. Non. Ah oui. Il y avait deux modes de dissociation qui sont que une des tarentulées de la littérature classique, des Raoult, des Martino, se souvenait de tout et l'autre se souvenait de rien. Et qu'on pouvait conceptualiser ces deux états de conscience dissociés à l'aide de l'opposition que fait Oosterreich dans son livre sur la possession entre possession somnambulique et possession lucide. Et moi j'ai vu deux voyantes à Essaouira au Maroc, dont l'une médium était en état de transe et le djinn parlait par sa bouche, l'esprit, et après elle ne se souvenait plus de rien. Il fallait que ce soit son assistante ou quelqu'un qui lui dise « Ah, tu as dit ça » ou le djinn a dit ça par ta bouche. Et alors on va interpréter et on va en parler. Et l'autre se réveillait, sortait de son état de transe et commentait ce qui s'était passé pendant sa transe. Donc elle s'en rappelait. Donc c'était un état, elle se voyait en transe. Comme le somnambulisque, le lucide, le possédé lucide, se voit dans sa transe et pas on revient toujours au même problème. Dans un cas, le cogito de transe est suffisamment fort pour conserver le sourire de la dissociation, et dans l'autre cas, non. Voilà. Cette fonction thérapeutique des états dissociatifs de la techno, hein, on a parlé de ça. Oui, ça. Officine. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on les retrouve un peu dans d'autres musiques que la techno, parfois? Il y en a des autres musiques. Comme peut-être le néo-tarantisme, comme d'autres musiques. Oui, c'est possible. Moi, j'ai pas assez réfléchi là-dessus. La techno, ça a été plus étudié, il y a peut-être... La techno, nous avons beaucoup réfléchi avec Montecchi, Fumarole, avec Curcio. Parce que la techno, c'est quand même... C'est pas la techno que le problème des états de conscience est revenu à la mode, a intéressé un plus grand public, au moins, surtout en Italie. En France, je suis moins branché, je peux dire, pour savoir. Est-ce qu'on en parle aussi beaucoup en France? Mais en fait, nous, c'est vrai qu'on a envie un peu de s'interroger, vous avez dit que vous n'y avez peut-être pas réfléchi, sur est-ce qu'on peut généraliser ce qu'on a dit sur la techno à d'autres mouvements musicaux, et peut-être le néo-tarantisme. C'est un peu la question. C'est ce que voudrait Fumarole. C'est ce que nous voulions.